Bonjour à tous, je me nomme Tatiana Kabangé, je suis étudiante en droit à l'Université catholique du Congo et je suis congolaise. Ok, tu es congolaise. Alors, quel est ton état d'esprit, quelle est ta lecture concernant tout ce qui se passe à l'est de la RDC? Pour avoir de la famille là-bas, mais aussi parce que je suis congolaise et que j'ai vraiment à cœur la vie de chacun de mes confrères et compatriotes. Malheureusement, en ce moment, on a beau sourire, mais en vérité, nous souffrons tous dans le cœur. Nous avons eu plusieurs régimes qui ont dirigé ces pays. Et dans tous ces régimes, nous voyons toujours, lorsqu'il y a guerre, ça doit d'abord commencer à l'est du pays et venir jusqu'à la capitale. Pourquoi ça ne peut pas commencer au nord? Pourquoi ça ne peut pas commencer au sud, seulement à l'est du pays? Je pense que c'est à cause des ressources naturelles ou minières qui se trouvent à l'est du pays que le pays est en train de faire face à ces guerres durant ces 3 décennies. Je vais parler, disons, dans le droit de la guerre, avec toute objectivité. Lorsque nous voyons des guerres, même au niveau des pays arabes, la première des choses, c'est que l'envahisseur va protéger les zones qui lui permettront de faire un échange économique, pour pouvoir se ressourcer pendant la guerre. Entrer par l'Est permet non seulement de sécuriser les mines et la partie la plus fertile du pays, ça permet aussi d'avoir des ressources. Parce que la guerre, il faut se le dire, ça coûte énormément. Il faut avoir de la nourriture pour les soldats, il faut s'armer, il y a énormément de choses qui entrent en compte. Donc, d'un point de vue militaire, il est conseillé même, dans le droit de la guerre, de d'abord conserver les zones les plus fertiles de l'endroit qu'on va envahir. D'où, étant donné que l'Est, nul n'ignore la richesse qui se cache dans ce sol, il est donc plus avantageux pour eux d'entrer par cette partie du pays. Quel ressenti en tant que jeune congolaise concernant l'impact que peut avoir cette guerre dans l'avenir de la République démocratique du Congo? À vrai dire, il y a 2 choses que je vois. Premièrement, je vois que ça peut être une occasion pour nous de se consolider, de réfléchir tous ensemble à comment arranger notre pays, réfléchir tous ensemble à comment changer ce qui va arriver. Ça pourrait être une bonne occasion pour nous les jeunes de s'entendre avec nos parents, avec nos aïeux et de réfléchir à un avenir pour demain. Mais malheureusement, il y a toujours un côté négatif, c'est que cette guerre soit la mère d'une autre guerre. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui de l'Est, qui se disent parfois qu'on les a abandonnés, peuvent faire naître en eux rancœur, haine envers non seulement Kinshasa, mais envers le pays, ou même encore envers les autres pays frontaliers de l'Est. Et donc, on serait peut-être en train en ce moment d'héberger un futur dictateur à l'Est, ou alors héberger une future bombe. Mais en tout cas, j'espère que ce cas de figure ne sera pas celui qu'on verra demain. Ces derniers temps, nous voyons tous que toutes ces personnes qui sont à l'est du pays, ils accusent les Kinois que non, les Kinois ne s'intéressent pas, ne sont pas intéressés par ce qui se passe à l'est du pays. S'ils étaient intéressés, peut-être que cette situation serait déjà finie, parce que certains disent que si la guerre avait commencé ici à Kinshasa, cette guerre aurait déjà pris fin depuis longtemps. Mais comme c'est à l'est du pays, comme c'est loin de la capitale, les gens qui vivent à Kinshasa, les Kinois qui vivent à Kin, qui ne sont pas impactés directement par cette guerre, ils se disent que non, ils ont été abandonnés. Je pense que c'est vraiment un vrai problème auquel nous pouvons chercher des solutions, ou c'est un faux problème, ou c'est l'ennemi qui est en train de vouloir à ce qu'il puisse avoir des visions afin qu'il puisse imposer sa dictature pour que la RDC puisse se retrouver encore à l'état initial il y a cela 30 ans. Il faudrait tout d'abord rappeler que, contrairement à certains pays qui sont fondés par des liens familiaux, si je peux dire, sont fondés par une histoire commune, nous sommes congolais par nos frontières de 1885. C'est-à-dire que nous n'avons pas choisi. Hypothétiquement, les Kouba pouvaient être les limites des Louba, mais on vous dit un beau jour, vous êtes du même pays. Nous ne sommes pas une nation, nous sommes une agglomération de plusieurs entités, peut-être disons territoriales. Nous sommes une agglomération de différentes tribus, de différents peuples. Vous imaginez qu'il y a des tribus qui ont été carrément coupées entre 4 pays, qui se retrouvent à être obligés d'être frères à des tribus qui étaient peut-être ennemies. Il faut prendre ça en compte. Nous n'avons peut-être pas choisi d'être tous ensemble congolais, mais nous l'assumons. C'est justement ça le piège et aussi l'autre avantage. L'ennemi peut se dire diviser pour régner. D'office, il pense à mettre le doute en nous, à faire le Swahili ennemi, à faire le Louba martyr, à faire différentes choses. Mais nous, en tant que jeunes, je pense qu'on devrait avoir un regard différent de la situation. Il est certes vrai qu'on nous a imposé ces limites, on nous a imposé cette fraternité, mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas frères. Lorsqu'on est dans une famille, nous naissons, nous ne connaissons pas nos frères, nous ne connaissons pas nos parents, mais nous vivons ainsi. Il faudrait que les Congolais, nous puissions oublier toute chose qui nous divise, toute chose qui nous sépare, de se dire que dès 85, dès 60, avec notre belle indépendance, nous sommes frères. Il faudrait que les Congolais se disent
Qu'importe ce que l'un a que je n'ai pas, qu'importe ce que cette tribu prône que nous n'avons pas, nous sommes avant tout frères. Ce n'est pas le bien, je ne sais pas, du Kasaï, de la province orientale, mais c'est le bien de la RDC. Et selon toi, pourquoi l'État ne parvient-il pas à protéger sa population ainsi que son intégrité territoriale? Comme je l'ai dit, la guerre, la défense même de la nation repose d'abord et premièrement sur les fonds. Je suis juriste, donc prenons l'exemple d'une société. Pour que chaque chose puisse être faite, il nous faut un capital, il nous faut de l'argent forcément. Le souci, c'est que notre pays est atteint d'une grave maladie, et bien c'est le cancer de la corruption. Le cancer de la corruption qui se manifeste par plusieurs choses. Détournement, mégestion, privatisation des biens publics. Et tout ça, en fait, fragilise notre économie, fragilise nos ressources, que nous devrons, alors que nous devrons peut-être les centraliser pour mettre fin à cette guerre. Nous sommes occupés à essayer de voir qui est le rat qui a pris ceci, qui a pris cela. Nous sommes occupés à chercher où sont passés les fonds, nous sommes occupés à chercher des nouveaux fonds, des nouveaux partenaires financiers, etc. etc. Finalement, nous n'arrivons pas à nous occuper de notre armée. Ce n'est peut-être pas volontaire en fait, mais c'est la situation actuelle des choses qui empêche de faire des actions plus concrètes. Et si on te donnait 1 minute en face du chef de l'État, quel message l'adresserais-tu? Je lui dirais de lire la Constitution. De lire la Constitution? Oui. Comment ça? Il est certes vrai que notre Constitution a des défauts, puisque c'est l'œuvre des hommes et qu'elle a certaines imperfections. Dans notre Constitution, il y a des choses malheureusement qui ne sont pas respectées à nos jours. Je pense que c'est ça le plus grand problème de la RDC. Nous avons des textes de loi, nous avons notre belle Constitution qui est sans cesse violée. Je pense que nous devrons vraiment miser sur ça, sur nos textes. On peut bien en refaire des nouveaux, mais si on ne sait pas comment faire quitter du fictif des textes à la réalité congolaise, rien ne sera fait. Donc je voudrais prier à notre chef de l'État de veiller à ce que nos textes, nos lois, surtout notre constitution, soient respectés à la ligne. Quel est ce message d'espoir que tu peux donner à cette population de l'Est qui vit la guerre au quotidien? À vrai dire, la seule chose que je pourrais dire, c'est tenez bon. Parce que ce serait mentir de dire que demain ça ira mieux, alors que ça fait 30 ans sûrement qu'ils entendent ça, que demain ça ira mieux. Donc je voudrais leur dire tenez bon. Ce n'est pas qu'on n'est pas concerné, ce n'est pas qu'on ne veut pas les aider, c'est juste que nous sommes limités. Que peut-être le gouvernement, que ce soit nous les jeunes, nous n'avons pas la possibilité de les aider. Si nous le pouvions, comme les jeunes aiment les répéter, nous pourrons faire énormément de choses, mais malheureusement, la condition économique du pays et beaucoup de choses entrent en compte et freinent souvent les actions. L'unité nationale est souvent freinée par divers facteurs. D'où, tenez bon, je sais qu'un jour ça ira, mais pour l'instant, tenez bon. Un jour ça ira, mais pour l'instant, tenez bon. Quel est le rôle que peut jouer la diaspora congolaise dans cette crise qui traverse la RDC? Étant très intéressé par la géopolitique, je dirais qu'ils doivent en fait être nos représentants diplomatiques, même s'ils ne sont pas accrédités dans les différents pays. C'est-à-dire qu'ils soient en France, Belgique ou je ne sais quel autre pays, qu'ils puissent faire passer en fait notre message, qu'ils puissent relayer notre douleur. La beauté et la tristesse de notre monde numérique, c'est que tout est virtuel. Tout passe par des hashtags, tout passe par des traitements des données. Ces données ne sont traitées que par des algorithmes, mais qui ne font que mettre en avant les choses qui ont le plus été repostées, les choses qui ont le plus été publiées, si je puis dire. Peut-être que nous, au Congo, c'est encore difficile de voir tous les Congolais avec un smartphone, mais je pense que ceux qui sont à l'étranger peuvent se le permettre. Et je pense que si on faisait une campagne qui se soit médiatique, virtuelle, faire relayer les informations, intéresser les étrangers à ce qui se passe, je pense que le regard serait tourné vers notre guerre. Non dans le but de diminuer, je peux dire, l'impact des autres guerres occidentales ou encore Gaza en Orient. Toutefois, ces guerres ont une grande portée parce que les gens se sont donné la peine de faire passer le message, de relayer les informations. Et chaque pays sait ce qui se passe en fait. Que je le veuille ou non, que je suive la télé ou pas, je sais ce qui se passe à Gaza, je sais ce qui se passe en Ukraine par exemple. Alors que nous, même moi, congolaise, j'ai la tristesse de dire que je ne sais parfois pas ce qui se passe là-bas. Donc j'aimerais, la diaspora, leur demander relayer les informations, mais bien sûr les bonnes informations pour ne pas faire entrer encore plus de problèmes qu'on en a déjà. Il faudrait relayer les bonnes informations et espérons que plus les gens seront intéressés par notre cause, on puisse trouver une solution le plus vite possible pour nos confrères.
D'accord, merci beaucoup. Je m'appelle Obdia. Obdia. Oui, voilà. La première question que j'ai pour toi, concernant ce qui se passe actuellement à l'est du pays, s'il s'agissait de faire une lecture, s'il s'agissait de donner ton point de vue, quel serait ton point de vue concernant la situation à l'est du pays? Concernant la situation à l'est du pays, je dirais que la situation est assez dégradante de tout ce que nous voyons dans les réseaux, tout ce qu'on poste. La situation est vraiment très inquiétante et nous restons à la vue de tout ce qui se passe et nous espérons que la situation va s'améliorer. Selon toi, penses-tu que le tribalisme joue-t-il un rôle très important concernant ce qui se passe à l'est du pays? Le tribalisme. Si personnellement je dois me prononcer sur le tribalisme, je dirais que déjà à Kinshasa par exemple, il n'y a pas de tribalisme. On marche main dans la main sans se demander quelle est l'origine de mon frère, quelle est l'origine de ma cousine, de mon ami, du voisin sur le banc. On ne se préoccupe pas tellement de cette situation-là. Ok, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que ces derniers temps, nous sommes en train de voir certaines informations être relayées. Le fait que les gens qui sont à l'est du pays se disent que non, la population qui vit à Kin ne s'inquiète pas trop de ce qui se passe à l'est du pays. Et certains Kinois, pas toutes, mais certains Kinois disent également que la partie est du pays a été tellement infiltrée par les Rwandais ou par les rebelles qu'ils n'arrivent plus à distinguer qui est vrai Congolais et qui ne l'est pas. Selon toi, tu ne penses pas que cela peut avoir un impact sur cette guerre ou mener à une division? Là, ce sont des spéculations, hein. On n'est pas séparés, on est toujours là tous unis. Et nous à Kinshasa, c'est vrai que nous ne vivons pas exactement ce que eux là-bas vivent. Nous ne sentons pas tout ce qu'ils sentent, mais nous restons toujours solidaires. Et de notre côté, nous faisons ce que nous pouvons. S'il faut marcher, nous marchons. S'il faudrait faire des publications, des posts, chacun de son côté, ici à Kinshasa, fait en sorte de soutenir nos frères qui sont de l'autre côté. Parce que c'est un seul pays, un seul État. Il n'y a pas de personnes qui doivent souffrir pendant que d'autres sourient. Nous restons solidaires et nous pensons toujours à eux. Il n'y a pas de séparation. Ils sont tous considérés, on les porte dans nos cœurs. Quel message, je dirais, d'espoir tu peux apporter à ces peuples, à ces Congolais qui vivent cette guerre au quotidien? Voilà, ce que je pourrais dire, c'est que nous ne sentons pas ce qu'ils sentent, nous ne vivons pas ce qu'ils vivent. Toutefois, nous suivons ce qui se passe. Nous sommes ensemble avec eux et nous espérons, nous prions de tout cœur que la situation va s'améliorer. Parce que nous savons bien que le malheur n'est pas éternel. Le soleil finira par briller et tôt ou tard, ça finira par changer et nous sourirons tous ensemble. Ok. Selon toi, que penses-tu que serait le rôle de la diaspora concernant cette crise par laquelle est en train de passer la République démocratique du Congo? La diaspora. Encore une fois, je dirais, nous sommes tous Congolais. Qu'ils aient changé de nationalité ou pas, qu'ils aient quitté le territoire congolais ou pas, nous sommes tous Congolais. Et surtout, durant cette période, nous avons besoin de tout le monde. Ceux qui sont ici à Kinshasa, ceux qui sont au sud Ubangi, ceux qui sont au nord Kivu, ceux qui sont au Kasaï, ceux qui sont en France, en Belgique, en Angleterre, en Russie, nous avons besoin de tout le monde. Tout comme nous ici à Kinshasa, nous nous mobilisons à faire des petites choses de telle sorte que ceux qui sont en train de souffrir sentent que nous les soutenons, que nous sommes avec eux. J'aimerais aussi leur demander, eux de la diaspora, de se mobiliser aussi, de faire ce qu'ils peuvent de leur côté de telle sorte que tout le monde sache ce qui se passe du côté est de notre pays et de telle sorte que ces gens de l'Est ne se sentent pas écartés, oubliés ou abandonnés. Okay. Merci beaucoup.